Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Bienvenue dans CETV, la chaîne du Club Entrepreneur. Aujourd'hui, c'est la Villa Bleue de Sidi Boussaïd qui nous accueille. Aujourd'hui, attendez, avant de vous dire quoi que ce soit, cliquez sur j'aime et puis n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et Facebook. C'est facile, vous écrivez le Club Entrepreneur Télé. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler agroalimentaire. Aujourd'hui, on va parler de confiture, la fruitière. Je vous donne des indices. Aujourd'hui, on va parler d'une saga familiale. Aujourd'hui, on va parler de leadership. On va parler avec une femme dont le nom est en train de sortir, vous savez, dans toutes les listes des 100 femmes leaders actuelles ou futures, que ce soit en Tunisie ou en Afrique, et j'espère bientôt dans le monde. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de très intéressant avec qui nous allons parler. Il s'agit de Fatma Rqiq. Fatma Rqiq, merci d'avoir accepté cette interview. Fatma Rqiq, PDG de Stifem, qui fait partie du groupe Lhomi. Le groupe Lhomi, une des plus grandes sagas, une entreprise très connue en Tunisie, très diversifiée, en Tunisie et dans le monde d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement un petit peu, parce que bon, sinon, si on va parler du groupe Lhomi, ça va prendre toute l'émission, mais rapidement pour avoir une idée sur l'importance de ce groupe. Alors, d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, par rapport au groupe Lhomi, donc ce groupe c'est un groupe familial, donc comme vous le savez, à 100%. Et il a été fondé par Mohamed Tawfiq Lhomi. Donc, le fondateur, c'est mon grand-père. Donc, il a fondé en 1946, il a créé sa première entreprise. Il était dans l'installation électrique. D'accord. C'était au moment du protectorat. Il était déjà dans le domaine, c'était la seule entreprise d'installation électrique. Au moment de l'indépendance, il a racheté les entreprises françaises qui étaient dans ce domaine-là. Il était presque en situation de monopole. Et à ce moment-là, il a participé à l'électrification sur tout le territoire, donc à la reconstruction du pays. Et donc, c'était une activité qui était assez importante. Il était en situation de quasi-monopole. Dans l'activité de l'installation électrique, le principal composant, la matière première principale, c'est le câble électrique. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a décidé de développer, à la base, il importait le câble, il a décidé de développer l'industrie du câble. Donc, dans les années 60, il a créé Shekia, une entreprise qui produit justement des câbles électriques. Cette activité, il l'a beaucoup développée, il réinvestissait chaque année, il augmentait sa capacité de production. Et nous avions à l'époque une assistance technique française. Et dans ce domaine-là, les gens étaient en général de formation, c'était des ingénieurs. La plupart ont fait soit l'X, soit Centrale, Supélec. À ce moment-là, il a décidé justement d'orienter ses enfants vers des études d'ingénieur. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, dans les années 80, donc ils sont partis faire leurs études justement en France. Dans les années 80, la deuxième génération, donc les enfants donc, étaient grands d'ailleurs, ils sont rentrés en Tunisie. Et c'est à ce moment-là, en fait, que sous le gouvernement Mzali, la stratégie politique, c'était qu'ils voulaient développer le montage des voitures en Tunisie. Ce qui n'était pas forcément une bonne idée parce que finalement, ça coûtait plus cher à l'État. Mais le côté positif pour nous, c'est qu'ils avaient justement demandé aux constructeurs automobiles de respecter un certain taux d'intégration. Et ce taux d'intégration-là, en fait, il fallait qu'ils achètent une partie des matières premières chez des industriels tunisiens dans l'industrie électromécanique.
Pas comme avant, dans l'huile d'olive, le phosphate et tout. Non, parce que la politique, c'était justement qu'il fallait développer l'industrie électromécanique en Tunisie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons conclu une JV avec General Motors. Nous étions à 65% et eux, ils étaient à 35%. Et ce qui était une prouesse pour nous, parce qu'ils n'ont jamais fait ça dans d'autres pays. Mais avec nous, il y a eu un bon feeling immédiat avec Mohamed Tawfiq Loumi. Et donc, on a conclu cette JV. Et donc, nous avons posé des conditions importantes pour nous au moment de cette JV qui nous ont permis justement de décoller à ce moment-là et de développer l'activité câblage. Et c'était quoi en fait? La première chose, c'est qu'on leur a demandé en fait, nous voulons le même degré technologique que dans toutes vos usines, qu'elles soient à Détroit, à Nuremberg, à Stuttgart. En Tunisie, on veut avoir le même niveau de technicité, premièrement. Deuxièmement, nous voulons aussi que la partie noble, c'est-à-dire la partie engineering, conception, soit intégrée en Tunisie. Parce qu'à la base, ce qu'ils faisaient, c'est que la partie intelligente se faisait dans les pays du Nord et la partie montage se faisait, par exemple, dans le Mexique ou ailleurs. Donc, nous avons imposé que la partie intelligente soit faite chez nous. Et enfin, finalement, nous avons aussi demandé à ce que les cadres et les ingénieurs soient à 100% tunisiens. Ils pouvaient ramener sans problème des étrangers, ils pouvaient venir, passer quelque temps, nous former... Assistance technique classique. Assistance technique, mais c'était très important que l'engineering soit entre les mains des Tunisiens. Donc, puis après, donc on s'est beaucoup développé, nous avons investi. Nous avons commencé avec 20 employés chez Kira pour faire le câblage, puis 40. Puis nous avons construit l'usine Cofat. Aujourd'hui, il y a des milliers d'employés à Cofat. Et donc, cette activité câblage avait donc, comme je le disais tout à l'heure, la principale matière première, c'est le câble électrique. Et donc, chez Kira faisait le câble automobile, mais faisait d'autres câbles. À un certain moment, nous sommes arrivés à saturation, on ne pouvait plus produire. Une usine a été faite, et là, c'est Coficab, elle est aujourd'hui leader mondial donc, dans le câble automobile. Coficab qui, je crois, est au Mexique, en Roumanie, au Portugal, voilà, oui. Pas uniquement en Tunisie. D'ailleurs, c'est... En fait, l'activité automobile, c'est une activité, à la base, quand nous avions commencé, c'est une activité qui demande beaucoup de technicité, c'est une technologie de pointe. Et à l'époque, être dans le sud et faire cette industrie de pointe, ce n'était pas forcément simple à faire passer. Donc, il y avait la nécessité d'être implanté à l'étranger et en plus, les constructeurs automobiles ont besoin de proximité avec leurs fournisseurs. Et à un moment, le groupe se diversifie et ne travaille pas uniquement sur les câbles et donc attaque l'agroalimentaire. Oui. Oui, c'est par hasard en fait qu'on a développé l'activité agroalimentaire. C'était dans les années 90. L'agriculture tunisienne était très en retard. Les terres domaniales qui ont été récupérées par l'État au moment de l'indépendance, ces terres étaient gérées par les domaines de l'État et étaient pour la majeure partie déficitaires. Et à l'époque, ils voulaient industrialiser l'agriculture. Et donc, ils nous ont, comme nous sommes des industriels, ils nous ont demandé de participer à cet effort-là. Et il y avait donc des projets qui étaient déficitaires, qui étaient à racheter. Et nous avons justement racheté un projet tuniso-suédois qui produisait des concombres pour l'exportation, voilà, qui était déficitaire. Et donc, nous avons changé le business model et nous avons débuté l'agriculture en 1994. Par la suite, nous nous sommes engagés dans l'industrie agroalimentaire parce qu'on s'est rendu compte que l'activité agricole est une activité qui fluctue. Et c'est important de pouvoir valoriser ces produits. Donc, pour plus de rentabilité, nous avons opté pour, en 2000, nous avons fait notre première usine de première transformation de fruits. Et en 2001, nous avons fait notre deuxième transformation de fruits. Et première transformation de fruits, c'est quoi? C'est la surgélation. Donc en fait, nous avons toujours donc, des tunnels de surgélation. Donc les fruits sont lavés, triés, équeutés.
est coupé selon les spécifications clients et passe dans le surgélateur en IQF. Et donc c'est une activité essentiellement B2B. Et par la suite, l'année d'après, la préparation de fruits, c'est justement transformer ces produits surgelés pour en faire une préparation. Et notre principal client, c'est le leader, c'est un des leaders mondiaux de l'industrie laitière et du yaourt. Et donc ils nous ont sollicités et nous sommes sur le marché tunisien en situation de, je dirais aussi de monopole. Nous sommes les seuls préparateurs de fruits en Tunisie. Donc, quand on ouvre un paquet de Kellogg's avec des fruits, il y a de fortes chances que ça soit un fruit qui vient de chez vous, quoi. Alors, c'est pas sûr à 100%. Non. Je dis forte chance. Oui, bon, je vais juste parce qu'en fait, le Kellogg's, les céréales Kellogg's, c'est vrai qu'on a fait des fraises pour les céréales Kellogg's. En fait, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que nous, par exemple, en Tunisie, chez nous, à Stifel, on maîtrise parfaitement, il y a une parfaite traçabilité du fruit, du plant vers le produit fini. En fait, quand on est rentré dans l'activité agricole et l'industrie agroalimentaire, nous avons tout de suite implanté toutes les normes de qualité, parce que nous les avions déjà dans l'industrie automobile. En fait, en général, on passe de l'agriculture vers l'industrie. Nous, on a fait le contraire. Mais ce qui nous a permis justement d'avoir tous les bagages nécessaires pour développer une activité sur une base solide. Donc, dès qu'on a commencé, nous avions toutes les certifications. Nous avons implanté donc justement cette traçabilité dès le départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez n'importe quel pot de confiture, la fruitière, qui est un produit Stifel, je peux savoir de quel plan vient la fraise, de ce pot-là particulièrement. Mais notre principale activité, c'est la préparation de fruits, fraises, pêches, abricots, toutes sortes de fruits, selon les spécifications clients. Mais c'est la préparation, c'est comme une sorte de confiture qui va être intégrée à la masse blanche pour être consommée dans la confiture. Donc, si vous prenez un yaourt aux fruits, il y a de fortes chances que les fruits viennent de chez nous. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est clair, en Tunisie. D'accord. Attaquer l'agriculture avec une mentalité d'industriel, ça aussi, c'est un des points forts du groupe. D'autant plus qu'en fait, quand on voit l'agriculture en général, surtout en Tunisie, c'est beaucoup plus un travail artisanal avec des méthodes un petit peu, je ne vais pas dire dépassées, mais bon, il y a dû avoir un temps d'adaptation, je suppose, pour le groupe, pour pouvoir justement maîtriser ce qui n'est pas maîtrisable, hein, c'est-à-dire la grêle, la chaleur, les changements climatiques, tout ça. Oui, bon, nous, quand on a commencé l'activité agricole, nous avons fait appel à des spécialistes. Pour la culture de la fraise, on a pris le meilleur. Pour la culture de l'asperge, au départ, nous avions commencé avec l'asperge, le melon et les haricots verts. D'accord. Et après, c'était pour l'export. On s'est rendu compte, justement, qu'il suffisait que les frontières ferment ou qu'il y ait le moindre problème pour l'exportation, que la production d'une journée inonde le marché tunisien parce que nous ne sommes pas habitués à consommer ces produits. Donc nous nous sommes adaptés, c'est-à-dire que nous nous sommes mis justement à produire des fruits qui étaient consommés localement. Donc face à chaque situation, on doit trouver des solutions, on doit s'adapter, on doit faire appel au meilleur. Et évidemment, bien sûr, l'agriculture, rien n'est sûr. Mais bon, il y a des façons d'optimiser, il y a des façons de rationaliser et de rentabiliser, de créer plus de valeur ajoutée, d'où justement l'investissement dans l'activité industrielle de première transformation. Et c'est de cette idée, en fait, qu'est venu le B2C, parce qu'avant, apparemment, vous étiez beaucoup plus dans le B2B, et ça, peut-être, quelque part, c'est la touche personnelle de Fatma Prik dans l'organisation, hein, c'est-à-dire transformer le produit et vendre aux consommateurs tunisiens aussi des confitures pour pouvoir justement mieux optimiser et rationaliser le stock? En fait, le développement du B2C est venu suite aussi à une adaptation stratégique face à une situation qu'on vit dans la préparation de fruits. La préparation de fruits est destinée essentiellement au yaourt à base de fruits. Sauf que le pouvoir d'achat baisse.
et que les gens vont plus vers des yaourts aromatisés. Donc, puisque le yaourt à base de fruits, il reste quand même important, mais nous avons eu une croissance puis une stagnation en raison justement de cette baisse du pouvoir d'achat. Donc, il fallait trouver aussi un moyen de diversifier notre activité pour ne pas prendre de risques, pour ne pas faire prendre de risques à la société. Et donc, quelle était la solution? Rester dans notre core business, qui est justement la transformation de fruits, c'est ce que nous maîtrisons, fruits et légumes. Et en même temps, plus on transforme, plus la valeur ajoutée est importante et effectivement, plus c'est rentable. Donc le B2C, nous avions déjà commencé avant mon arrivée, la marque La Fruitière avait déjà été créée et c'était une activité naissante. Et quand je suis arrivée, justement, c'est vrai, j'ai beaucoup développé la confiture et beaucoup d'autres produits. Aujourd'hui, on fait les jus, les compotes, les sirops, l'harissa aussi. On fait beaucoup de produits et notre objectif est de développer encore plus cette activité-là B2C. Alors, je crois qu'on a maintenant une petite idée sur le groupe Lumi, sur Stephen. Maintenant, donc... Première génération, donc le grand-père qui a lancé la boîte, puis par la suite ses enfants, dont votre mère, donc qui ont lancé, donc qui ont développé troisième génération. Donc vous faites partie de la troisième génération. Donc c'était dès le départ pour vous entendu que vous alliez faire partie du groupe et que vous alliez travailler avec vos parents. Oui, clairement. En fait, depuis mon enfance, d'abord, nous, on a une tradition familiale, on est très famille. Tous les dimanches, on se retrouve tous mes cousins, mes oncles et tantes, mon grand-père, donc chez mes grands-parents. Et donc, j'ai toujours vu le modèle de mon grand-père, de ma mère, de mes oncles et tantes. Et il y a des valeurs, des traditions, des choses qui font que on se sent imprégné dès l'enfance de cet environnement-là, de l'entreprise familiale. Et bon, franchement, j'ai été conditionnée c'est-à-dire que depuis que je suis enfant, on me dit tu vas travailler dans le groupe. Pour moi, c'était et je voulais, c'est-à-dire que l'idée me plaisait. J'avais une admiration vraiment très très forte pour mon grand-père, qui avait un charisme extraordinaire, et ma mère aussi, qui est très forte, qui l'est toujours. Et donc, oui, c'était eux mes modèles, et je voulais travailler dans le groupe, et être vraiment très opérationnel, je veux dire. Nous n'avons pas été éduqués pour être des rentiers. La culture de la familiale, c'est il faut bosser. Donc c'est vrai, on m'a souvent posé la question où on s'est interrogé pourquoi tu travailles. Non, je travaille parce que c'est l'essence même de mon éducation. Je ne vois pas les choses différemment. Je n'avais pas pensé du tout au côté rentier, mais je m'étais dit, des fois, on peut être aussi un peu rebelle par rapport à la famille et se dire, je vais me lancer tout seul pour faire autre chose. Oui, ça peut arriver. Maintenant, dans la troisième génération, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément intéressés par l'entreprise familiale. Il y a des pharmaciens, il y a des gens il y a des avocats. Nous n'avons pas tous voulu travailler dans le groupe. C'est vraiment personnel à chacun, en fait. Personne ne nous a rien imposé, en fait. C'est la volonté qui prime. Les parents ont toujours été très compréhensifs et l'objectif, c'est d'être heureux et de faire ce qui nous plaît. Donc oui, on n'est pas tous au niveau du business. D'accord. Et là aussi, dès le départ, donc, comme vous dites, vous avez été conditionné, donc bac maths, puis par la suite Dauphine. Là, c'est OK, je fais des études qui vont me permettre peut-être par la suite d'être dans le management du groupe. Oui, bien sûr. Ouais. En fait, j'ai décidé à la dernière minute. Après mon bac, j'étais vraiment entre médecine et des études de gestion. Et vraiment, c'était le choix définitif, je l'ai fait à la rentrée, parce que j'étais inscrite en prépa, j'étais inscrite à Dauphine et en médecine. Et finalement, je me suis dit, allez, je fonce, Dauphine, c'est sympa. J'avais le feeling, en fait.
Mais bien évidemment, c'était soit j'allais faire des études de management, soit des études d'ingénieur, soit des études de médecine. Mon père est médecin et il aurait voulu qu'on fasse médecine. Aucun d'entre nous ne l'a fait, mais donc oui, c'est clair, je voulais travailler dans le groupe. D'accord. Une fois les études terminées, donc vous revenez en Tunisie et vous intégrez justement le groupe. Oui. Comment est-ce qu'on passe du côté enfant d'eux à Fatma Alqiq dans le groupe? Alors c'est très facile, c'est très simple. On m'a jamais fait de cadeau et ma mère le savait. Elle savait que si elle allait me donner une position, ça allait me nuire. Parce qu'on n'accepte jamais les gens qui sont imposés. Donc il faut commencer au bas de l'échelle et faire ses preuves. Et donc moi j'ai fait plusieurs postes avant d'arriver à la situation où je suis. Et de toute façon, ça c'est très important dans la culture familiale, la méritocratie avant tout. Parce que finalement, dans un groupe familial, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas se faire un nom, mais un prénom. Parce que le nom ne veut plus rien dire, ça ne veut pas dire qu'on est forcément compétent parce qu'on est fils d'eux ou fille d'eux. Par contre, on doit faire ses preuves et il faut du temps. Donc quand on commence petit à petit, on prouve aux gens qu'on peut compter sur nous, qu'on a des talents, etc. Et c'est à ce moment-là, finalement, que les dirigeants décident, oui ou non, de donner tel ou tel poste. Oui, alors on va beaucoup parler de votre style de management, on va parler beaucoup de vous, hein, après avoir parlé du groupe, mais avant cela, on marque une petite pause. Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Fatma Alqiq, 2018, donc vous prenez les rênes de Stephen. La chance, c'est que votre mère se lance dans la politique. C'est une chance. Oui. Sinon, je suppose que elle n'aurait pas facilement lâché l'affaire. En fait, quand je suis rentrée dans l'activité agroalimentaire, quand je suis rentrée dans l'activité du groupe, j'ai commencé par travailler dans le câblage. J'aimais pas trop, franchement. J'ai toujours une attirance pour l'activité agroalimentaire. C'est une activité que j'aime. Donc, quand j'ai intégré l'activité agroalimentaire qu'elle a fondée, j'ai commencé dans le business development et tout, et j'aimais beaucoup. Donc, j'ai fait des développements. Et elle est partie avant 2018. Hein. Elle est partie en 2014. Je crois même avant 2014. Et quand elle est partie, j'étais business development. Après, je suis devenue directeur commercial. À ce moment-là, quand elle est partie, qui allait prendre les rênes, c'était pas moi. Alors, je ne m'a jamais donné le flambeau et m'a dit maintenant, ça y est, tu vas prendre ma position. C'est pas ce qui s'est passé en fait. Il fallait convaincre. Et il fallait convaincre. Elle m'a dit, tu dois gagner ta place. Et donc, j'ai évolué, j'ai fait du business development, j'ai fait du commercial, j'ai fait du financier. Et en 2018, après quelques années, je suis devenue PDG de la société. D'accord. C'est une responsabilité que de prendre la première place parce qu'on prend toutes les décisions. Et puis aussi, il y a bien évidemment les gens sont habitués aussi au premier patron, à l'ancien style de management. Comment est-ce qu'on s'affirme ? En fait, moi, comme je suis rentrée, quand je suis rentrée dans l'activité agroalimentaire, je suis rentrée un peu en bas de l'échelle, en fait. Donc, j'ai appris à connaître les gens. J'ai travaillé dans presque tous les départements. J'ai pas eu de problème d'intégration et surtout, j'essayais toujours de m'impliquer, de trouver des solutions. Et finalement, les gens cherchent quelqu'un qui les écoute et qui les aide dans leur travail. C'est ce que je faisais. Donc moi, j'étais au service
de cette entreprise, des gens qui étaient dedans, et j'essayais de faire de mon mieux pour que les choses avancent plus vite, pour trouver des solutions aux problèmes, etc. Donc, franchement, ça s'est fait naturellement et je ne l'ai même pas demandé finalement. Au début, c'était comme ça que j'ai dit à ma mère, mais après, je me suis vraiment engagée et je me sentais quand même responsable. Même si je n'avais pas de poste, je me disais, il faut que ça marche, il faut qu'on développe, il faut qu'on fasse de bons résultats, il faut que les gens soient bien, il faut qu'il y ait une bonne ambiance de travail. Donc je me sentais quand même responsable. Et le jour où j'ai été nommée, pour moi, le titre n'a jamais été important finalement. C'était vraiment ce que je représentais pour les autres dans la société. Le fait qu'ils me faisaient confiance et qu'ils me font toujours confiance, le fait qu'ils arrivent à travailler en équipe, qu'ils sont heureux dans cette structure, c'est ce qui est le plus important. C'est une chance d'ailleurs parce que on voit aussi beaucoup d'anciens patrons qui, même en prenant leur retraite, restent très présents et quelque part freinent l'évolution de l'entreprise. Dans la culture familiale, maintenant aujourd'hui la seconde génération, elle donne les moyens à la troisième génération de se développer et ceux qui réussissent développent une certaine autonomie et prennent place dans la structure à part entière. Donc on leur fait confiance. Et, de toute façon, le groupe ne pourrait pas fonctionner si il fallait suivre toute la troisième génération, ce qu'elle est en train de faire ou pas. On doit faire confiance un minimum, déléguer un minimum et donner justement cette flexibilité, hein, sinon... et juger par les résultats. Juger par les résultats, voilà, exactement. La Covid a été aussi quelque part un test pour vous, parce qu'il fallait trouver des solutions rapidement, hein, oui. Surtout en 2020, confinement, blocage des marchés, voilà. Donc, on s'est tout de suite réunis d'abord pour mettre en place tout le système de protection des employés par rapport aux risques sanitaires. Ça, c'était la première chose qu'on a faite. La deuxième chose, on était contre le travail à distance. Dans l'industrie, c'est plus compliqué, hein. Donc, nous n'avons pas voulu aller dans ce sens-là. Nous l'avons fait dans l'industrie automobile et nous considérons aujourd'hui, vu notre expérience, que le travail à distance, ce n'est pas forcément très productif ou on n'arrive pas à mesurer de la productivité du travail facilement. Donc, on est plus vers un travail en présentiel. Et donc, la stratégie, franchement, à ce moment-là, on n'avait pas une idée claire. On savait qu'il y avait un problème pour la gamme qui était destinée à la restauration et à l'hôtellerie. Donc, on a tout de suite réfléchi à comment, justement, s'adapter à ce changement. Et il y avait des investissements qui étaient prévus, qu'on devait faire à ce moment-là, et on a temporisé, du coup. Mais ce qui s'est passé, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la période Covid, nous, on est considéré comme étant une grande entreprise. D'accord ? Les PME ont eu beaucoup de difficultés. Les PME, déjà, ont des difficultés à avoir des crédits. Et donc, ce qui s'est passé pendant la période Covid, c'est que c'est la première fois que ça nous arrive, en fait, que des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises viennent vers nous pour nous dire, voilà, nous avons un très bon produit, nous avons un marché, nous avons un outil industriel, nous avons des gens compétents, mais nous n'avons plus de quoi financer notre trésorerie, notre besoin en fonds de roulement. On n'a plus aucun recours. Les banques ne nous financent pas. On est à l'arrêt. Ils n'arrivaient même plus à acheter la matière première pour pouvoir produire, alors que réellement, ils ont des produits de qualité. Et c'est à ce moment précis, nous étions sur le point d'investir, nous commencions à nous dire, bon, c'est peut-être pas le moment, période Covid et tout. Et nous avons eu des opportunités, on s'est dit, bon, peut-être qu'en optimisant, en sous-traitant chez ces producteurs-là, en fait, on fait du pierre deux coups. On évite le risque d'investir à un moment difficile et en même temps, on leur donne du souffle et on leur permet de se développer. Et donc, c'est gagnant-gagnant. Et ça, c'était quelque chose d'important. Nous avons développé avec 2 producteurs différents de nouvelles gammes de produits sur des métiers qui sont complémentaires aux nôtres
Et franchement, c'est un modèle de développement que maintenant on envisage, qui est intéressant et qu'on pourrait envisager même post-Covid dans les développements futurs. Parce que ces entreprises-là, ces petites entreprises, elles sont innovantes, elles sont flexibles et donc c'est vraiment très enrichissant pour une grande entreprise d'avoir des partenaires comme ça. Vous m'avez dit tout à l'heure que parmi la troisième génération, certains ne font pas du tout partie du groupe. Ils se sont lancés dans d'autres carrières, pharmaciens, médecine, etc. Mais comment est-ce que le grand-père, celui qui en 1946 a lancé donc la première entreprise et avant que ça devienne ce que c'est devenu, comment est-ce que vous avez géré la succession? Comment est-ce que le groupe Lumi a pu garantir son existence aujourd'hui et dans les années futures avec, en maintenant, comment dire, sans qu'il y ait de conflits internes, de guerres intestines au sein de la même famille pour accéder à la lutte pour le pouvoir? Alors, c'est très simple. Bon, je reviens un peu sur la théorie. On dit en fait que l'entreprise familiale, il y a la première génération, donc le fondateur, qui va fonder donc l'entreprise, la première entreprise, et qui va penser à la succession pour la deuxième génération, c'est-à-dire on passe du fondateur vers des frères et sœurs qui, eux, vont commencer à mettre en place une gouvernance, qui vont travailler ensemble, et puis une transmission de la deuxième vers la troisième génération, donc une confédération de cousins, et on dit que finalement que le passage, que même si on remarque une certaine longévité des entreprises familiales, le passage du deuxième à la troisième génération concerne que 13%, je crois que c'est ça le ratio, et de la troisième vers la quatrième génération que 3% ou 4%. Donc ce ne sont pas des chiffres exceptionnels. Sauf que dans la pratique, il se peut que les trois générations travaillent en même temps ensemble. Ce qui est notre cas. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec mon grand-père, la deuxième génération et les aînés de la troisième génération, à certains moments, ont tous travaillé ensemble. Maintenant, deuxième et troisième génération travaillent ensemble. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut des règles de gouvernance bien claires pour assurer justement un bon fonctionnement du groupe. Donc cette gouvernance-là, il faut une charte familiale qui précise comment se passe cette gouvernance. La principale question, la question qu'on se pose, que se posent les théoriciens sur quels sont les facteurs clés de succès des entreprises familiales, comment assurer la pérennité, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que les membres de la famille doivent travailler dans le groupe ou est-ce qu'on doit externaliser, chercher de nouveaux talents, etc. Bon, souvent on dit que c'est bien de sortir du management et de mettre des gens de talent pour qu'il n'y ait pas justement ces risques de conflits dans la famille. Mon opinion est différente. Aujourd'hui, nous, on travaille en famille, en parfaite harmonie. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a une certaine gouvernance cognitive qui se développe dans les membres de la famille, parce que vous êtes dans l'activité dès votre enfance, c'est-à-dire que vous êtes sensibilisé aux valeurs, aux normes de la société, vous développez une connaissance du marché, des concurrents, des clients, ce qui fait qu'à un certain moment, quelqu'un qui est interne à la famille va pouvoir il va pouvoir prendre des décisions assez rapidement, des décisions stratégiques importantes en optimisant ses ressources. Parce que déjà, il a une maîtrise de l'activité que quelqu'un d'externe n'a pas forcément dès le départ. Bien sûr, il faut avoir les compétences et c'est clair que être dans le groupe, être opérationnel, ça ne peut pas être imposé à qui que ce soit, il faut vraiment le mériter. Et ça, c'est important que ce soit mis dans la charte et c'est important que les gens accèdent à des postes importants en fonction de leur méritocratie.
Et donc, mais c'est aussi important, moi j'irais plus vers un modèle hybride où il y a des membres de la famille, ceux qui veulent et ceux qui sont compétents, mais il y a des talents qu'on ne trouve pas forcément dans une famille. Et donc c'est important aussi de pouvoir recruter des gens qui ont des talents, qui seront innovateurs. Et donc un modèle hybride serait très intéressant. Et c'est le modèle dans lequel nous sommes. Comment on motive justement parce que bon, quand on rentre dans une entreprise familiale, on se dit bon, ok, c'est l'entreprise des Lumi, donc ok, c'est à eux. Mais comment est-ce que quelqu'un qui rentre, que ça soit qu'il soit dans la main-d'œuvre, qu'il soit en train de planter les fraises dans les champs ou quelqu'un qui est en train de prendre des décisions, comment on l'implique, comment on lui donne ce sentiment d'appartenance? Quand on gère une entreprise, il faut avoir deux qualités majeures. Il faut pouvoir être leader et il faut pouvoir manager. Le leadership, c'est quoi? C'est finalement avoir une vision claire de son entreprise, de ce qu'on veut, comment on la voit dans le futur, d'avoir des objectifs définis. Ensuite, il faut déployer une stratégie, avoir une stratégie claire aussi pour atteindre ces objectifs-là. Et il faut convaincre. Donc le leader, c'est sa mission. Il faut convaincre les gens qu'ils doivent opérer certains changements pour justement arriver à ces objectifs. La persuasion, donc provoquer le désir chez les collaborateurs, c'est très important parce que ça va permettre justement de réussir à justement le challenge et d'atteindre ces objectifs-là. Le management, c'est très important pour un leader parce que finalement, savoir gérer justement, c'est faire en sorte que les gens puissent travailler de façon efficace et efficiente ensemble pour un objectif commun. Et ça passe par la motivation. Comment motiver les gens? Et ça, c'est le rôle du manager. Parce que le salaire, c'est pas rend motivable, mais ce n'est pas motivant. Il y a, le travail a une valeur marchande. Pour chaque poste, il y a un salaire qui est déterminé par les salaires du marché. Qu'est-ce qui fait qu'à un salaire équivalent, quelqu'un va préférer rester chez moi que d'aller pour $1 de plus chez l'autre? Et c'est là qu'est la valeur ajoutée du manager. Il faut que l'employé, quand il vient au bureau le matin, il doit être heureux. Donc finalement, il y a beaucoup de choses. L'ambiance au travail, le sentiment qu'il est dans une organisation qui est juste, qui le valorise, le sentiment de participer à un projet qui l'intéresse. Ça peut être aussi le sentiment d'être utile à la société, de faire une activité qui est conforme à ses valeurs. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on peut être heureux dans son travail et travailler non seulement pour avoir justement, parce qu'on a besoin de travailler, mais pas que, parce que réellement on se sent bien, on se sent épanoui dans son travail. Et c'est là tout le rôle du manager, c'est de faire en sorte que les gens viennent travailler, qu'ils soient bien dans leur travail. Ouais, mais est-ce qu'on peut garantir que les milliers d'employés qu'on a vont être épanouis? En fait, il faut mettre en place un système qui est clair. La culture d'une entreprise familiale, elle est ancrée dans l'organisation. Donc, par exemple, quand il s'agit d'une activité comme l'activité COFAT, où on a des milliers d'employés, ils savent que la société est une société juste. Ils savent qu'on ne lâche pas les gens quand ils ne sont plus productifs et parce que nous nous sentons responsables d'eux. Et donc, ils se sentent en sécurité chez nous. Donc, il y a une solidarité, il y a quelque chose qui existe dans les affects de tout le monde, finalement, au sein de la structure. Fatma Trik, maintenant, on vous voit de plus en plus donc, maintenant, au niveau des activités des chambres de commerce, on vous a vu dans des conférences, vous donnez votre avis. C'est important c'est une sorte de lobbying, c'est important d'être présent aussi en dehors de l'entreprise pour mieux pouvoir la défendre? En fait, quand je me suis impliquée donc, dans cette activité-là de l'industrie agroalimentaire, vous savez, il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'industrie de façon générale. Et j'ai été sollicitée
Donc, c'était pas moi qui étais en demande, en fait. Mais comme quand j'ai été sollicitée, je me disais à chaque fois, oui, pourquoi pas. C'est un challenge. Après tout, c'est une opportunité. Montrer que c'est possible. C'est possible, voilà. Donc, quand on m'invite, quand on me sollicite, quand on me demande mon avis, je suis toujours partante. Oui. Donc, bon, ça s'est fait naturellement, en fait. D'accord, il n'y a pas des envies, des objectifs, des plans de carrière pour que dans 10 ans, je ne sais pas moi, ça évolue, chambre de commerce, présidence d'une chambre de commerce, puis par la suite peut-être, je ne dis pas, j'extrapole, Utica. Bon, Utica, oui, pourquoi pas. De toute façon, moi, je suis déjà à la chambre de commerce tuniso-égyptienne, dont je suis vice-présidente, est affiliée à l'Utica. Donc oui, je suis dans... Quand je dis Utica, être boss du... Ah, bon, ça demande beaucoup de temps. Quand même, je n'ai pas réfléchi à la question, mais c'est clair qu'aujourd'hui, déjà, je suis vraiment très opérationnelle dans mon travail et les activités associatives me prennent du temps. Donc, pour connaître justement le président, la présidente et le vice-président actuel qui est mon oncle, je sais que ça prend beaucoup de temps. Et bon, associer ça avec un travail très opérationnel, une vie de famille, des enfants en bas âge, Et comment on gère il faut ça prendre des décisions à un moment, il faut se dire bon. Comment on gère ça? Eh bien, justement, il faut prioriser, il faut avoir des priorités dans la vie. La famille, c'est une priorité, les enfants, leur éducation. Le travail et tout ce qui est associatif, il ne faut pas que l'associatif prenne trop de temps, en fait, finalement. Ok, c'est affilié et c'est important pour le travail, mais il faut vraiment équilibrer le temps qu'on a pour garder un temps pour la famille et un temps de qualité pour, justement, quand on est là à la maison, il faut transmettre les valeurs à ses enfants, parce que finalement, il y a des choses qu'ils n'apprennent pas à l'école. Et donc, le temps de qualité que je passe avec mes enfants, c'est je leur explique, je leur donne les outils, parce qu'en fait, il faut leur donner les outils pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls, pour qu'ils soient autonomes, pour que face à n'importe quelle situation, ils puissent réfléchir et trouver des solutions. Et moi, j'aime beaucoup la théorie de Arthur Schopenhauer, qui est un philosophe allemand du 19e siècle. Et il distingue 3 choses fondamentales dans l'homme. Il dit qu'il y a ce que l'on est, c'est-à-dire la personnalité, le caractère, la beauté, la santé, l'intelligence, donc ce que l'on est en soi, ce que l'on possède, les biens, et ce que l'on représente aux yeux des autres, donc quelque chose de très subjectif. Et le bonheur dépend bien évidemment de ce que l'on est. Quand on se retrouve seul avec soi-même, comment on se sent? Donc, tout le reste n'est pas si important finalement. Et ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants, c'est que justement, elles doivent se développer elles-mêmes, développer leur talent, développer leur réflexion, et qui fera en sorte qu'elles soient bien. Donc moi, franchement, ce qui est très important pour moi, c'est que les enfants sachent qu'il faut réfléchir, qu'il faut travailler, qu'il faut se développer, qu'il faut lire. Est-ce que vous êtes bien? Je suis très bien. Alhamdoulilah. Par rapport à Schopenhauer? Non, je suis bien. Franchement, oui. Par rapport à Schopenhauer, oui. En fait, Schopenhauer, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit un homme ordinaire, il essaye en fait, en gros, toute sa vie de passer le temps, et un homme de talent, il emploie son temps. Ce qui est important, c'est que, à part le travail, il y a toujours une introspection, il y a toujours de la réflexion, il y a toujours une démarche, une curiosité qui existe. Et donc, oui, clairement, quand je me retrouve seule avec moi-même, je suis bien. Je n'ai pas de problème, je ne cherche pas forcément à me divertir. Au contraire, quand je suis dans mes réflexions, quand je suis chez moi, je lis, je fais de la recherche, je suis bien.
faut faire attention dans le fait d'être bien, parce que des fois, quand on est bien, c'est bon, on se sédentarise, on devient pantouflard et on n'a plus de nouvelles ambitions. Est-ce que vous avez de nouveaux challenges professionnels? En fait, Est-ce que vous rêvez encore? bien sûr, je rêve encore. Et heureusement que j'ai cette partie qui fait que j'ai besoin de me retrouver pour me ressourcer, parce que quand on est très sollicité, que ce soit dans le travail ou dans les activités associatives, c'est important aussi de se retrouver un peu avec soi-même, avec ses enfants et de se reposer un peu. Mais en fait, vous m'auriez posé la question avant le Covid. Je vous aurais dit, oui, il y a beaucoup de challenges, développement produit, développement d'une nouvelle activité, développement à l'international, développement à l'export. C'est vrai, c'est important tout ça. Mais pendant la période Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés chez soi. Et on s'est retrouvés dans une situation où on voyait des gens tomber malades, des gens qui partaient. Et en fait, c'est à ce moment-là que psychologiquement, les gens se sont dit, bon, c'est quoi la vie finalement? On court derrière des ambitions, on travaille, et en fait, la vie passe et on ne la vit pas vraiment finalement. Donc l'avantage, je dirais, s'il y en a un, c'est que on comprend l'importance de la vie, sa fragilité, l'importance de la présence dans la famille. Et même si on garde des ambitions et des rêves, bien sûr, j'ai des ambitions et des rêves pour le groupe Stephen, j'ai envie qu'il se développe et j'ai envie, bien sûr, de le voir grandir. C'est vrai qu'on relativise plus, hein, on relativise plus, on est plus proche de la réalité finalement. Ok, donc je crois que c'est le meilleur moment là maintenant, puisque vous êtes en train de parler de vous, pour essayer d'en savoir un petit peu plus avec le Fast and Curious. Prince ou Michael Jackson? Ah, Michael Jackson. Pourquoi? Depuis l'enfance, j'adorais, j'aime beaucoup encore Michael Jackson. J'étais à son concert quand il est venu en Tunisie. Je sais pas, Michael Jackson c'était le numéro 1. Jusqu'à maintenant, hein. Oui, clairement. Même pas Justin Timberlake, The Weeknd, non. Bon, sympa, The Weeknd, j'aime bien. Ouais. Mais The King of Pop, Michael Jackson, sa danse, sa voix, ses spectacles, je les regarde toujours avec beaucoup d'admiration. Cendrillon ou Wonder Woman? Wonder Woman, clairement. Hein. C'est quoi, c'est l'univers Marvel, c'est... D'abord, j'adore l'univers Marvel. Et bon, l'histoire de la princesse qui attend son prince charmant et qui fait rien de sa vie, bon, ça va, c'est révolu. Hein. Penne all'arrabbiata ou spaghetti au saumon? Ah, penne all'arrabbiata. Elle est très piquante. Ouais. C'est le goût, c'est quoi? Qu'est-ce que vous mangez lorsque vous devez manger sur le pouce? Voilà, et sincèrement, j'aime tout ce qui est rouge. Au niveau culinaire, j'aime la tradition tunisienne. Quand j'étais enfant, et quand je pars en voyage et que je rentre, pour moi, le bonheur, c'est shakshuka mharhara, c'est koski ahmar, c'est des pâtes piquantes. Là, j'aime pas du tout ce qui est à base de crème blanche et tout ça. Confiture ou miel? Confiture. Ah, la fruitière. Ah, parce que bon, justement, vous produisez de la confiture, vous en mangez donc encore. C'est bien. La confiture, j'aime c'est rassurant. Mais la vérité, j'aime bien aussi le miel. C'est équivalent. Très bien, écoutez, c'était un plaisir. Fatma Rkir, le mot de la fin? Quelle fin? On vient à peine de commencer. Le temps passe vite, c'est fou, hein. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est vrai que 40 minutes, finalement, c'est un petit format. Ouais. On va demander à Selim de rallonger ça. Très bien, écoutez, merci. Je vous remercie beaucoup à mon tour. Merci pour m'avoir invité. Merci pour vos questions, elles sont très pertinentes. Et j'espère que j'ai bien répondu à toutes vos interrogations.
Bah écoutez, je ne donne pas de note à la fin, donc c'est bon. Ah bon, je passe au moins. Mais c'est tous ceux qui vont nous regarder qui, par la suite, vont noter tout ça. Et puis, oui. d'ailleurs, on les encourage à donner leurs commentaires. Hein, voilà, allez-y, que ce soit dans les réseaux sociaux, sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc cette émission est terminée. Merci à la Villa Bleue Sidi Bou Saïd de nous avoir accueillis. Merci à tous les partenaires. Merci à toute l'équipe technique qui a assuré donc, le tournage. Voilà, donc on se retrouve sur de prochaines aventures. Merci à Selim Hafsia qui a préparé cette émission. Et on vous dit au revoir. Vous avez regardé Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique.